Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast de la chaire Reset, réseau électrique et société en transition. Je suis en compagnie d'Elodie Razafine Drabesoa, notre social media manager, qui aujourd'hui va nous parler de la sobriété énergétique. Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut la définir ? Et c'est quoi exactement ? Dis-nous tout. Alors, la sobriété, ça vient du latin sobrietas, donc ça fait référence à la tempérance, la mesure ou la modération. Donc on peut penser au slogan « à boire avec modération ». L'adjectif sobre, il se réfère là à une notion de frugalité, de simplicité ou d'austérité. Quand on parle de sobriété énergétique, là on fait référence à la consommation d'énergie. La sobriété énergétique, c'est un concept politique qui vise à la diminution des consommations d'énergie par un changement des modes de vie et des transformations sociétales. Cette diminution, elle se traduit par une limitation qui peut être directe, donc éteindre une ampoule lorsqu'on quitte une pièce, mais elle peut également être indirecte, acheter local, comme ça on limite les dépenses énergétiques. Donc c'est un terme qui n'est pas à confondre avec efficacité énergétique, donc une notion qui renvoie à une approche techniciste. On dit par exemple d'un bâtiment qu'il est efficace énergétiquement, on parle d'isolation thermique. Ce n'est pas non plus à confondre avec précarité énergétique, qui renvoie là à deux dimensions qui peuvent être complémentaires. Un foyer précaire énergétiquement vit dans une habitation en mauvais état et où se retrouve à arbitrer par rapport à sa consommation d'énergie, faute de moyens économiques. L'un comme l'autre, précarité énergétique renvoie à une forme de précarité générale et en l'occurrence de précarité monétaire. Donc la sobriété énergétique n'est pas une contrainte intrinsèquement liée au niveau de vie, mais un choix, une manière de consommer ou plutôt de déconsommer. Une manière de consommer ou de déconsommer. Mais donc alors il y a un paradoxe entre deux façons de percevoir la lutte contre la surconsommation, une sorte de paradoxe entre deux écologies en fait. Alors en effet, il y a deux approches de l'écologie. D'un côté, on peut avoir une écologie que l'on va tourner vers les énergies renouvelables. Et là, en l'occurrence, on va pas déconsommer ou moins consommer, on va juste transformer nos sources d'énergie. Du coup, on n'est plus dans une forme de sobriété énergétique. Et d'un côté, la sobriété énergétique, elle renvoie tout simplement à une baisse de la consommation, peu importe la source. C'est pas forcément une opposition, mais en tout cas, c'est deux manières de voir l'écologie d'un point de vue énergétique qui sont pas forcément complémentaires. Autre point sur lequel François Jarry insiste, un historien, c'est que la recherche du progrès incessant, en fait, fait que les scientifiques vont rechercher des moyens d'accéder à des ressources d'énergie en parant, en fait, cette limitation des ressources, ce qu'on appelle le Graal énergétique. Et en fait, à chaque fois, il y aura toujours un nouveau progrès qui va contrer, en fait, cette limite d'énergie, cette idée de ressources épuisables. On sera toujours dans la quête du toujours plus. Là, pour le coup, ça va aller en rencontre de la sobriété énergétique. Autre point sur lequel il faut insister, donc là, on reprend les théories de Luc Semal et de Bruno Villalba, qui, eux, parlent de contraintes, là où la sobriété énergétique insiste sur le fait de faire des choix, d'avoir une posture réflexive et de prendre conscience de son impact énergétique. Et ces contraintes, elles sont dues à justement à ce dont on parlait tout à l'heure, sur la limitation des ressources et l'épuisement des ressources. Cette sobriété énergétique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas choisie, mais elle est subie et elle est dans une marche forcée pour les générations futures. Si on reprend les théories de Dominique Bourg et de Christian Aspergers, la sobriété énergétique est plus acceptable lorsqu'elle est désirée par les populations, donc cette idée d'acceptation sociale et de conscience. Mais plus qu'il y a une limitation des ressources et plus que notre planète s'épuise, on va être de plus en plus dans des politiques publiques qui vont contraindre cette sobriété. Et cette sobriété, elle va être vécue d'une manière contrainte, subite. Du coup, tous les jours, celui qui voudrait par exemple être sobre énergétiquement parlant, quelles actions pourrait-il mener ? Quelles habitudes pourrait-il éliminer de son quotidien pour contribuer à sa manière à la sobriété énergétique, à pas surconsommer et à pas être boulimique sur le plan énergétique ? Il y a des gestes simples à adopter, justement. Tout ce qu'on entend à la radio, éteindre les lumières quand on quitte une pièce, ne pas laisser ses appareils en veille. Après, il y a des choses plus grandes qu'on peut faire, notamment en termes de rénovation des bâtiments, mettre du double vitrage, etc. Ça, c'est des plus ou moins grands gestes qu'on peut faire pour limiter sa consommation énergétique. Les gens qui prennent moins l'avion, en fait, justement pour limiter du coup leur consommation d'énergie. Après, ce dont je parlais tout à l'heure, de plus en plus de chaînes d'alimentation, en fait, corrèlent leurs produits qu'ils vendent avec la consommation d'énergie pour leur production. L'idée aussi, c'est d'être regardant par rapport à ça, comment, en fait, les aliments que l'on consomme produisent de l'énergie et dans quelle mesure, en fait, en consommant localement, en consommant bio, par exemple aussi, on limite sa consommation d'énergie et ce de manière indirecte.
Mais alors, toutes ces petites habitudes là que tu viens d'évoquer, est-ce qu'elles sont adaptées à l'intégralité de la population française, par exemple? Pour ce qui est d'éteindre la lumière, etc., c'est des petits gestes simples que tout le monde peut adopter. Mais en effet, lorsqu'on regarde sociologiquement en termes de sobriété énergétique, on se rend compte que grossièrement, c'est un terme que l'on adapte à un profil type CSP+, urbain, qui est en mesure de prendre les transports en commun, qui a un certain bagage culturel et universitaire. En tout cas, cette posture réflexive, elle s'accompagne quand même d'un certain niveau de vie. Et on peut pas demander à un ménage plus modeste, plus précaire, qui vit à la campagne par exemple et qui est ultra dépendant de la voiture et qui vit dans des habitations qui sont moins modernes, de limiter leur consommation d'énergie parce qu'il y a d'autres contraintes, d'autres arbitrages qui sont peut-être plus prioritaires dans la tête de ce foyer. On entend parler de plus en plus de cette... alors là, tu parlais justement des ruraux, que t'opposais un peu aux urbains par rapport à leur façon d'être sobre, à leur façon de consommer l'énergie en général. Mais le numérique, par exemple, touche les deux. C'est un secteur qui, on sait, est en croissance continuelle dans la proportion des gaz à effet de serre notamment, et à cause de sa courbe d'électricité, sa consommation ne cesse de progresser. On le sait, le streaming, le jeu vidéo, le téléchargement et consorts, on sait que ça augmente, mais par exemple, ce type de secteur-là, ce type de consommateur touche les deux populations, urbains comme rurales. Ça représente un type particulier de sobriété. Enfin, comment on pourrait être sobre numériquement? Effectivement, il y a un lien entre consommation d'énergie et consommation numérique, si on peut l'appeler comme ça. Le problème, c'est que la consommation numérique, elle est invisible en fait. Et toute la pollution que ça engendre, on n'est pas en mesure de la mesurer, de la voir. Si on jette son masque par terre dans la rue, ça, on va voir que ça pollue. En revanche, si on est sur Netflix, on va pas se rendre compte qu'on est en train de polluer. Mais en effet, c'est un secteur qui est de plus en plus polluant. Donc en 2020, selon CleanFox, ça atteint 4% des consommations de gaz à effet de serre. Et ça ne cesse d'augmenter. C'est en passe de passer devant le secteur aérien en termes de consommation gaz à effet de serre. Et effectivement, par les usages, parce qu'on a de plus en plus de téléphones chacun, le streaming, etc. Et ça a été renforcé justement par le Covid, avec le confinement. Donc on a digitalisé à la fois les pratiques personnelles avec les Skype et professionnels avec le télétravail. Donc forcément, on a eu une augmentation de cette consommation numérique. Et cette consommation numérique, elle se traduit par de la pollution. Donc cette pollution, elle se réfère soit à la fabrication de ces nouveaux outils, soit par leurs usages sur des temps longs. On sait par exemple que la 4G consomme plus que la Wi-Fi. Soit par ce dont je parlais, la multiplication des outils. Par exemple, on est beaucoup à regarder Netflix avec son portable dans la main en fait. Donc on a de plus en plus d'écrans à disposition. La question c'est comment on limite en fait cette consommation numérique tout en restant conscient qu'on a besoin de ces outils, on a besoin des réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit dans le professionnel comme dans le personnel. Mais déjà en étant regardant sur la fabrication de nos outils, en arrêtant d'acheter tous les ans en fait et en louant, en recyclant. Voilà, on peut penser à la marque Fairphone par exemple, qui sont hyper regardants la manière dont ils construisent leur téléphone. Par rapport aux usages, il y a tout ce qui se développe sur l'éco-conception. Par exemple, il y a des couleurs qui consomment plus que d'autres, par exemple sur les sites internet. Il y a énormément de réflexions là-dessus sur tout ce qui est low-tech, etc. Et pour ce qui est de la multiplication des outils, il y a des outils qui consomment plus que d'autres. Une tablette va moins se consommer qu'un ordinateur, par exemple. Voilà. Et l'idée, c'est, tout comme la lumière, éviter de laisser ça en veille, éteindre son ordinateur et surtout faire attention à tout ce qui est batterie. Alors c'est marrant parce que c'est aussi le débat qu'on avait eu lors d'un podcast avec Antoine Bacchini il y a un peu plus d'un mois il me semble, où il avait abordé le sujet de la consommation électrique énergétique aussi des joueurs. Enfin on avait tous les deux émis l'idée, enfin c'est quelque chose de, il me semble, vrai, que les ordinateurs, toi tu disais par exemple que les tablettes consomment moins que l'ordinateur, mais il faut savoir qu'un ordinateur permet de faire beaucoup plus de choses aussi. Et c'est vrai que c'est là aussi un défi pour les fabricants, les constructeurs de matériel informatique. On sait que pour les ordinateurs, c'est plein de composants différents, hein. AMD et Nvidia vont faire les cartes graphiques, Intel, les processeurs, et après derrière il y a des fabricants qui reprennent les licences pour les fabriquer de leur côté. Est-ce qu'il y aurait un effort à faire? Parce que moi je sais que par exemple Nvidia réduit la taille de ses puces, ou alors c'était Intel qui a réduit la taille de ses puces. C'est vraiment de plus en plus petit pour à la fois réduire la température, donc permettre une meilleure alimentation au système, dégager moins de chaleur et le rendre plus efficient en fait, parce que du coup ça a besoin de moins d'électricité.
C'est intéressant ta comparaison, en effet. Je pense que le regard que tu as, toi, c'est plus un regard d'expert. Ce qu'on constate et ce que, par exemple, Dominique Cardon a constaté, c'est qu'on a une polarisation des opinions quant à l'écologie, en particulier la sobriété énergétique. D'un côté, on va avoir un pan de la population qui va se détacher de ces questions-là, en restant dans une forme d'ignorance et qui va continuer à consommer parce que ça fait partie des modes de vie, parce que c'est inscrit comme étant des nouveaux besoins. Et ils vont pas forcément réfléchir à cette consommation d'énergie, à cette pollution-là. Et d'un côté, on va avoir un public de plus en plus informé, qui va prendre conscience de ça, qui va réfléchir, qui va peut-être passer et revenir en tout cas à des modes de consommation plus anciens. J'ai par exemple rencontré des gens qui appartenaient à un groupe Facebook écologie numérique, et eux en fait ils ont arrêté d'utiliser des smartphones par exemple, ils sont revenus au premier Nokia 3310. Ils utilisent Facebook juste pour rester en fait connectés et dans l'actualité, mais vraiment pour tout ce qui est communication reviennent un peu à ce qu'on faisait avant. C'est un peu de la décroissance finalement. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la déconsommation. Soit on consomme moins, soit on consomme autrement, mais oui, il y a une espèce de retour à ce qui se faisait avant, quoi. Merci Elodie pour avoir inauguré ce podcast de la chaire sur cette nouvelle série sur la sobriété énergétique qui s'articulera dans les semaines à venir avec différents acteurs, des invités, avec aussi notre principal interlocuteur sera normalement Benjamin Jouve, doctorant CIF au sein de la chaire. N'hésitez pas à nous suivre et n'oubliez pas, c'est pas Versailles ici. À bientôt sur les réseaux et n'oubliez pas d'éteindre vos ordi.